Bonjour, je suis Solène Lelouette, je suis pédiatre à l'hôpital Trousseau. Et donc là, je vais vous présenter les résultats préliminaires qui vont bientôt, en tout cas qu'on va soumettre dans une revue qui s'appelle Blood Advance, qui porte sur l'étude du neurofilament comme biomarqueur de l'atteinte neurodégénérative d'histiocytose langerhansienne pédiatrique. Donc, je vais aller très rapidement sur les généralités parce que c'est ce dont on parle depuis le début de la matinée. Globalement, actuellement, grâce à la thérapie ciblée, on ne meurt plus d'une histiocytose langerhansienne, mais malheureusement, il reste quelques complications tardives, comme l'atteinte neurodégénérative. On a parlé des facteurs de risque que Sébastien et Jean ont discuté. Donc, l'atteinte hypophysaire, les lésions ostéolytiques des os de la voûte du crâne, de la base du crâne, et de l'orbite, et l'association à la mutation BRAF600E. On sait donc qu'il y a des formes uniquement radiologiques, avec l'imagerie clé, c'est l'IRM. Donc, on voit ici des hypersignaux au niveau du cervelet, et donc aucun symptôme clinique. Et malheureusement, de façon imprévisible et plutôt lente, malheureusement, il peut y avoir aussi des symptômes cliniques qui peuvent engendrer un handicap cognitif ou moteur qui peut être plus ou moins important. Cette évolution, donc, elle est imprévisible et on a l'impression qu'une fois que les symptômes cliniques sont installés, aucun traitement classique ne fonctionne. Donc, on a même la thérapie ciblée, une fois que les symptômes cliniques sont vraiment installés, on a l'impression qu'on ne peut pas récupérer totalement que ça fonctionne pas. Mais par contre, grâce aux nouvelles études qui étudient la physiopathologie dont Jean a parlé, avec cette présence de microglies inflammatoires qui seraient responsables de l'atteinte neurodégénérative, on a espoir si on traite de manière préventive, de pouvoir plutôt éviter l'apparition des symptômes cliniques et d'agir de manière précocement plutôt qu'attendre que les symptômes cliniques soient arrivés pour les traiter. Donc, on s'intéresse à essayer de trouver plutôt de manière précoce quels patients vont poser problème pour pouvoir détecter de manière précoce l'atteinte neurodégénérative. Donc, on s'est intéressé au neurofilament. Pourquoi le neurofilament ? C'est parce que c'est une protéine structurale du neurone qui est détectée, qui a été prouvée dans certaines études concernant surtout les pathologies neurodégénératives de l'adulte, comme par exemple l'Alzheimer ou certains traumas cérébrales. On voit qu'elle est dosable. Elle est dosable pour tout le monde, mais elle est augmentée dans ces pathologies-là. Elle est dosable dans le liquide céphalorachidien, que je vais appeler ici beaucoup LCR. C'est le liquide en fait qui circule autour des racines nerveuses dans le cerveau et autour des racines nerveuses et qu'on peut prélever à l'aide d'une ponction ovaire. C'est une aiguille qu'on met dans le dos et on peut récupérer ce liquide. Elle est dosable donc dans ce liquide-là. Et en fait, une petite partie va aussi passer dans le sang et elle peut être dosée aussi dans le sang, mais avec des concentrations beaucoup plus inférieures. Récemment, quelques études ont étudié donc ce dosage de la protéine neurofilament dans l'atteinte neurodégénérative de l'histiocytose, mais elle porte sur très très peu de cas. C'est une étude surtout suédoise et on a l'impression que ça semble plus élevé lorsqu'il y a une atteinte neurodégénérative, l'histiocytose, mais ça porte sur très peu d'enfants. Et elle a été surtout faite aussi sur des ponctions ovaires, donc ici, parce qu'avec une technique qui détecte uniquement lorsqu'il y a une concentration élevée de neurofilament. L'équipe suédoise, elle a évalué aussi sur quelques patients avec thérapie ciblée, on a l'impression que ce neurofilament semble diminuer après l'introduction de la thérapie ciblée. Donc, maintenant qu'on sait ça, nous, on s'est dit, l'objectif de cette étude, c'est d'étudier le neurofilament donc dans le LCR, donc dans ce liquide-là, mais aussi dans le sang, parce que pour voir est-ce qu'on peut prévenir
diagnostiquer et suivre l'atteinte neurodégénérative de cette manière-là, donc dans le LCR, mais aussi dans le sang, parce que c'est quand même une technique beaucoup plus simple que la ponction lombaire. Donc, on a inclus dans l'étude tous les patients qui avaient moins de 18 ans, qui étaient inclus dans le registre des histocytoses à Trousseau et qui avaient signé le consentement histiotarget. Tous les prélèvements, ils ont été faits dans le cadre du suivi de leur maladie. Ils ont été stockés à Trousseau et envoyés à l'Institut Imagine par Aurore. Et la technique a été faite par la technique 6 mois, qui est une technique très sensible pour justement pouvoir le doser aussi dans le sang par Camille Bruno à l'Institut Imagine. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'une vingtaine de patients. Et là, nous, on dispose de plus de 100 LCR et de 645 plasmas qui portent sur 264 patients. Donc c'est une grosse étude. Donc ici, les résultats, les premiers résultats, c'est juste sur la population étudiée. On a surtout des patients qui sont jeunes, de moins de 2 ans. Et donc, surtout pour les ponctions lombaires, ce qui est logique, c'est qu'on a du mal à faire des ponctions lombaires à des patients qui vont bien. Donc, on a beaucoup d'atteintes neurodégénératives, surtout, enfin, une proportion plus importante pour les patients dont on dispose du LCR. Et pour les plasmas, on a un peu moins, donc on a plus de 50% des LCR de patients qui ont une atteinte neurodégénérative. Et pour les plasmas, c'est un quart. Donc sur les 264 patients, 68 patients ont une atteinte neurodégénérative et un peu plus de la moitié ont uniquement une atteinte radiologique. Sur cette atteinte neurodégénérative, elle est essentiellement tardive, elle est survenue à plus de 4 ans de délai médian entre l'atteinte par rapport au diagnostic d'histocytose langerhansienne, mais il y en a quand même 3 pour lequel le diagnostic était fait dès le diagnostic de l'histocytose langerhansienne. Et on constate aussi 22 cas d'atteinte neurodégénérative qui sont survenus sous thérapie ciblée par Vemurafenib. Ici, on compare les patients qui ont une atteinte neurodégénérative ou ceux qui n'en ont pas. Donc ça répète un petit peu ce que Sébastien a dit, mais on retrouve à peu près les mêmes résultats, même si c'est une étude qui n'est pas multivariée. On constate que donc, les patients qui ont une atteinte neurodégénérative ont plus d'atteintes hypophysaires, de lésions aussi osseuses, ostéolytiques de la base du crâne et de l'orbite, et plus souvent la mutation BRAF-V600E. Donc aussi, Jean en avait parlé, plus souvent on constate qu'il y a des patients qui ont aussi une atteinte multisystème avec atteinte d'organes à risque, donc c'est qui sont le foie, la rate et le système hématopoïétique. Ici, donc, c'est uniquement les plasmas, donc à l'aide d'une prise de sang. Et pour certains patients, parce qu'on avait plusieurs données, certains patients avaient plusieurs plasmas, d'autres n'en avaient qu'un seul. Si on avait plusieurs plasmas par patient, on a pris uniquement la valeur maximale. Et on a comparé les deux groupes. Donc ici en noir, c'est les patients qui ont une atteinte neurodégénérative et ceux qui n'en ont pas. C'est plus élevé de manière significative lorsqu'il y a une atteinte neurodégénérative. Donc ça, on le confirme de manière vraiment significative. Elle est à 14 quand il y a une atteinte neurodégénérative, alors qu'elle est qu'à 7 lorsqu'il n'y a pas d'atteinte neurodégénérative. Ensuite, quand on sépare dans l'atteinte neurodégénérative les patients qui ont eu uniquement une atteinte radiologique de ceux qui ont des symptômes cliniques, on voit par contre qu'il n'y a pas de différence significative, même si les groupes sont un peu plus petits, hein, mais il y a 14 et 12, donc c'est même un peu plus élevé lorsqu'il y a uniquement une atteinte radiologique, mais ce n'est pas de manière significative. Ici, c'est concernant les ponctions lombaires, donc le liquide céphalorachidien. Donc, c'est pareil. Lorsqu'il y a une atteinte neurodégénérative, il y a une différence significative. Il est beaucoup plus élevé lorsqu'il y a une atteinte neurodégénérative, avec une médiane à 436, alors qu'elle est seulement de 65 lorsqu'il n'y a pas d'atteinte neurodégénérative. Et
pareil que dans le plasma, lorsqu'on sépare ceux qui ont une atteinte uniquement radiologique de ceux qui ont des symptômes cliniques, on n'a pas de différence significative, même si cette fois-ci, c'est plus élevé lorsqu'il y a une atteinte clinique. 440, mais pas de manière 480 versus 429, mais pas de manière significative. Ici, donc, c'est les courbes ROC. Les courbes ROC, ça nous permet en fait de savoir si un test est performant ou pas, parce que l'idéal d'un test, c'est d'avoir aucun faux positif. Pardon. Comment on fait? C'est là. Pardon. Donc du coup, donc c'est pour étudier la performance d'un test, parce que l'idéal d'un test, c'est bien sûr de passer à côté d'aucun patient, de louper aucun patient, mais aussi de ne pas diagnostiquer à tort des patients qui sont sains. Donc, la performance d'un test parfait, ça serait une R sur la courbe qui serait à 1 et une R sur la courbe à 50% qui serait ici. Ça serait un test nul parce que c'est aussi efficace qu'un hasard. Donc ici, concernant le plasma, donc la prise de sang, on a une R sur la courbe qui est quand même à 0,73, donc c'est une performance de test qui est quand même correcte, avec donc, sachant qu'il faut toujours prendre en compte donc les seuils de sensibilité et de spécificité. Donc forcément, plus on a un seuil bas, plus on est sensible, mais forcément, on est moins spécifique. Donc, si on veut louper aucun patient, par exemple, on mettrait le seuil à 2,66, on louperait aucune atteinte neurodégénérative, mais par contre, on aurait énormément de faux positifs, et donc ça inquiéterait beaucoup. Donc, on aurait... voilà, enfin, avec une spécificité seulement de 7%. Plus on augmente le seuil, plus on est spécifique, mais par contre, on est un petit peu moins sensible. Donc, ça permet quand même d'établir cette courbe pour prendre en compte un résultat avec ces données de sensibilité et de spécificité. Pour le LCR, donc la ponction lombaire, cette R sur la courbe est un petit peu meilleure. Donc voilà, c'est un test qui est quand même qui est un peu plus performant. Donc pareil, si on prend un seuil où on veut louper aucun patient, on utiliserait un seuil à 40, mais avec une sensibilité de 100%, donc on louperait aucun patient, mais par contre, on aurait seulement une spécificité de 20%. Désolée, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Donc, dans les autres études, on utilisait le seuil de 380 qui est assez spécifique, mais avec une sensibilité de 65%. Ici, on a pris tous les couples de LCR et de plasma qui ont été prélevés vraiment à la même date pour faire une corrélation. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une corrélation significative, c'est-à-dire que quand c'est élevé dans le LCR, c'est élevé aussi dans le plasma, et quand c'est bas dans le plasma, c'est bas dans le LCR aussi. Donc, c'est un résultat qui nous permet de se dire que peut-être voilà, la ponction lombaire n'est pas forcément nécessaire si on a un plasma qui est bas. Ici, c'est le suivi du neurofilament dans le plasma au cours de l'atteinte donc ici de l'histiocytose. C'est essayer de voir si on peut prédire l'atteinte neurodégénérative. Donc là, on sépare en noir les patients qui ont une atteinte qui vont développer plus tard une atteinte neurodégénérative. Donc il y en a 11 pour lesquels on disposait d'un prélèvement de plasma au diagnostic de l'histiocytose. Il n'y a pas de différence significative avec les patients qui ne veulent pas développer d'atteinte neurodégénérative. C'est ça dans les 2 ans, moins de 2 ans, plus de 2 ans après l'atteinte d'histiocytose. Les médianes de ces 2 groupes sont comparables. Par contre, on voit qu'à partir de 2 ans, le groupe qui a l'atteinte neurodégénérative ont le NFL qui augmente de manière significative.
Ici, c'est que les patients qui ont une atteinte neurodégénérative. Il y a quand même 29 patients pour lesquels on disposait de prise de sang plus d'1 an avant l'atteinte neurodégénérative. Et la médiane de ce groupe-là, elle était de 8,3. Donc, elle est comparable au groupe qui n'a pas d'atteinte neurodégénérative, au 7,3. Donc, plus d'1 an avant l'atteinte neurodégénérative, le neurofilament est à des taux normaux dans le sang. Pour 34 patients, on avait plus de 3 mesures de neurofilament dans le sang. Et si on prend la valeur maximale de patients et qu'on regarde le délai médian, il est de 5,3 ans par rapport au diagnostic d'histiocytose et de 6 mois par rapport à l'atteinte neurodégénérative. Donc ça nous dit qu'a priori, le neurofilament, il a des taux normaux au diagnostic et qu'en fait, il augmente brutalement au moment de l'atteinte neurodégénérative autour de l'année. Et là, on voit direct que plus d'1 an après l'atteinte neurodégénérative, le taux rediminue assez rapidement. Ici, c'est les mêmes résultats, les mêmes examens, mais par contre, concernant le LCR, donc on en possède beaucoup moins. On a seulement 2 patients pour lesquels on dispose de LCR avant l'atteinte neurodégénérative. Donc, ils sont à 36 et à 149. Pour rappel, notre seuil qu'on utilise, il est à 380. Donc, en tout cas, il ne semble pas spécialement plus élevé plus d'1 an avant l'atteinte neurodégénérative, même si on n'a que 2 patients. Par contre, autour de l'année du diagnostic, on voit que c'est plus élevé. Ici, c'est donc un résultat juste d'une petite présentation d'un cas clinique où on voit qu'au moment de l'atteinte neurodégénérative à l'IRM, avec ces imageries ici, on voit que le LCR qui est en rose est élevé et le plasma aussi est élevé. Après la modification de la thérapeutique, parce que c'était une survenue d'une atteinte neurodégénérative sous vénurafénible plus basse dose, on voit que le neurofilament commençait un petit peu à rester élevé, et puis je crois qu'il y avait aussi des toxicités. Donc il y a eu un changement de thérapeutique, et on voit aussi il y a un deuxième pic avec une évaluation IRM là, où on voit que lorsque le plasma baisse et le LCR baisse, on voit aussi qu'il y a une amélioration au niveau de l'IRM. Donc, c'est les imageries qui sont à droite, qui ont été prélevées, qui a été faite à peu près à ce moment-là. Les suivis de cette étude, il était de 4 ans pour ceux qui n'avaient pas d'atteinte neurodégénérative. Il est de 3,3 ans pour ceux qui ont une atteinte neurodégénérative. Et quand on prend plus particulièrement ceux qui ont une atteinte uniquement radiologique, il est de 2,6 ans après la première IRM pathologique. Les conclusions de cette étude, c'est que c'est par rapport aux données de la littérature, c'est la plus grande cohorte avec autant de plasma et de LCR. On peut confirmer déjà concernant l'atteinte neurodégénérative les facteurs de risque qui sont conformes à la littérature, avec tous nos patients qui portent la mutation PRAV600E, une survenue de la complication qui est tardive. Plus de 50% avaient une atteinte hypophysaire et plus de 50% avaient une atteinte uniquement radiologique, sachant que le délai il est de 2,6 ans, donc on sait que peut-être dans des patients qu'on a classés comme uniquement radiologiques vont peut-être présenter des symptômes cliniques plus tard, mais pour le moment, on a quand même un suivi de 2,6 ans après la première IRM. Aussi, 22 patients ont présenté une atteinte neurodégénérative malgré la thérapie ciblée par vemurafenib. Concernant le neurofilament, donc il est indéniablement plus élevé lorsqu'il y a une atteinte neurodégénérative, que ce soit dans le LCR et dans le plasma. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que c'est corrélé entre le plasma et le LCR. Donc ça permet de se dire que on n'a pas besoin de faire 2 ponctions lombaires pour pouvoir suivre l'atteinte neurodégénérative.
malheureusement, on a l'impression qu'il n'y a pas de facteur prédictif au diagnostic d'histiocytose langaire ancienne et dans les 2 ans qui suivent, et que c'est pas corrélé avec la sévérité clinique. Mais par contre, si on suit, ça peut nous permettre, donc je vais en parler après, mais il faut interpréter ce résultat avec ces seuils de sensibilité et de spécificité. Il faut l'interpréter aussi avec la clinique et les antécédents, parce que on sait qu'il y a d'autres pathologies neurologiques qui peuvent augmenter le neurofilament dans le sang. Donc c'est pas parce que il est élevé et que il y a une histiocytose que c'est forcément une atteinte neurodégénérative. C'est toujours l'IRM qui est l'examen clé dans l'atteinte neurodégénérative. Et on recommande du coup une IRM quand même au diagnostic des patients qui ont un facteur de risque d'atteinte neurodégénérative. Il n'est pas prédictif au diagnostic, mais par contre, il peut être utile pour le suivi. Si on voit une augmentation brusque, ça peut nous aider à nous dire qu'il faut rapprocher l'IRM, parce que les IRM chez les enfants, vous savez que c'est pas toujours simple, c'est un examen qui est long, donc souvent il faut les prémédiquer. Les aider à s'endormir parce que c'est très long, c'est difficile d'accès et donc on ne peut pas faire des IRM tous les 6 mois à tous les enfants. Donc ça peut nous aider quand même à savoir à rapprocher l'IRM pour pouvoir agir de manière plus rapide. En tout cas, a priori, plus de ponction lombaire, à part si on a un vrai doute. Ça peut peut-être nous aider à confirmer le diagnostic si on a une suspicion d'une autre pathologie neurologique. Mais en tout cas, pas d'indication en première intention. Et ça peut aussi, ce résultat, nous aider à rediscuter l'indication thérapeutique d'une thérapie ciblée pour un enfant qui n'aurait pas de traitement, par exemple, et qui a une imagerie cérébrale en faveur d'une atteinte neurodégénérative et un NFL élevé. Même s'il n'a pas de symptômes cliniques, peut-être qu'on pourrait discuter l'indication d'un traitement parce qu'actuellement, s'il n'y a pas de signes cliniques et juste des imageries, il n'y a pas forcément d'indication à mettre un traitement pour le moment. Mais si le NFL est élevé, c'est ça qui peut se discuter. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai été claire et je suis disponible si vous avez des questions.